Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé par l'ACET et son réseau sur la problématique de la stratégie digitale au service du développement territorial. Donc, je suis Thierry Lemant de la direction de l'animation du réseau de la communication de l'ACET, donc réseau qui réunit des opérateurs locaux, sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales, bailleurs qui sont donc adhérents à ce réseau. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons ce webinaire qui sera donc animé par Bernadette Laclais, à qui je laisserai le soin de se présenter et de présenter les différents intervenants. Juste avant de lui céder la parole, je vous rappelle, comme nous l'avons affiché avant que ce webinaire ne démarre, que vous pouvez intervenir par le biais d'une messagerie. Vous avez sur votre menu de droite un petit module questions-réponses. N'hésitez pas à l'utiliser, puisque ce webinaire qui a une durée d'environ 1 heure prévoit en fin de session un temps d'1/4 d'heure à peu près pour échanger donc avec vous et répondre aux questions que vous aurez pu nous poser. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole à Bernadette Laclais. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc cet après-midi, nous serons 4 intervenants à se succéder à cette tribune virtuelle. Donc moi-même, je suis Bernadette Laclais, donc je collabore avec l'ACET depuis maintenant plus de 2 ans, après avoir eu des mandats électifs et avoir assuré la présidence et toujours présidente d'honneur de l'association Centre-Ville en Mouvement. J'essaierai donc de planter le décor, de synthétiser les différentes problématiques avant de céder la parole à Marie Breton, consultante CET, qui connaît très bien cette problématique et qui vous fera partager la vision et les préconisations de la CET en matière de stratégie digitale au service du commerce, mais plus largement au service du développement économique du territoire. Et puis enfin, nous laisserons la parole à Flavien Trouba, animateur commerce spécialiste du numérique pour les TPE à la CCI Côte d'Or, et Samuel Cusin, donc responsable du pôle performance commerciale à la CCI Côte d'Or Dijon Métropole, qui vous présenteront l'accompagnement qui a été mis en œuvre par cette CCI pour le commerce local, en sachant qu'il s'agit d'une CCI qui a été, dans bien des domaines, mais en particulier dans celui-ci, une CCI très précurseur. Alors, peut-être, voilà, on va passer encore. Le commerce de proximité face à l'essor du e-commerce, ce n'est pas vraiment une problématique nouvelle. On en a déjà parlé, ici même d'ailleurs. Le e-commerce représente aujourd'hui à peu près 9,1% du commerce de détail en France, avec un taux de progression qui est très important puisqu'il est à 2 chiffres, mais toujours avec une forte concentration sur quelques sites et sur quelques secteurs, l'habillement, les produits culturels, les voyages. Alors peut-être ce qui est à souligner quand même, c'est qu'en France, par rapport à nos voisins, par exemple de la Grande-Bretagne, on est très en deçà, hein, ils sont au niveau de 17%. Je ne veux pas vous abreuver trop de chiffres, mais ce qui me semble quand même important de retenir, c'est qu'en 2019, donc les chiffres ont été publiés au début de cette année 2020 et il sera intéressant de les regarder à l'aune des événements récents au début de l'année 2021. Mais nous avons passé la barre des 100 milliards d'échanges, hein, de chiffre d'affaires sur Internet au cours de l'année 2019. Et il y a seulement 10 ans, on était à 20 milliards. Donc, vous voyez, en 10 ans, le chemin qui a été parcouru. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une progression non seulement du chiffre d'affaires, mais également du nombre d'acheteurs et du nombre de transactions. Alors, même si le panier moyen a plutôt tendance à diminuer. Nous avons pu constater, et c'est le deuxième point qui me semble important à souligner, toujours sur la même slide, nous avons une difficile adaptation des commerces indépendants et des structures de petite taille. Alors ça, c'est une étude très récente, hein, de la Direction générale du Trésor qui nous a livré tous ces chiffres. 19% des TPE n'ont pas accès à Internet et encore 39% pour l'hébergement restauration.
Seule une TPE sur 3 a un site internet et seuls 6% des TPE vendent en ligne. Donc, vous voyez que là, et nous ne sommes pas, et je crois que c'est important, les seuls à être dans cette situation. C'est une problématique que l'on retrouve globalement dans tous les pays européens. Ce que l'on peut souligner, c'est le troisième point, c'est qu'il y a une prise de conscience des avantages, des bénéfices de la numérisation qui a été boostée par le premier confinement. Et donc, là aussi, un constat qu'il est important de partager. Les PME du commerce de détail qui reçoivent des commandes en ligne ont subi une perte de chiffre d'affaires pendant le confinement inférieure en moyenne de 25 points à leurs concurrentes qui ne vendent pas en ligne. Donc, ce que l'on peut dire, pour résumer, c'est que le premier confinement, et on peut constater le même phénomène sur le deuxième confinement, a été l'occasion d'une prise de conscience parce que finalement, au fond, cette numérisation, elle a permis de maintenir des activités. Alors, c'est des activités qui sont quand même limitées dans un certain nombre de cas, et puis surtout de conserver un lien particulier avec sa clientèle tout au long de cette période de restriction d'échange. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'au fond, cette façon de consommer est aujourd'hui proche des attentes d'un certain nombre de consommateurs, et on peut même aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux considèrent qu'il s'agit aussi d'un nouveau moyen de consommation et d'un acte citoyen lorsqu'ils ont effectivement accès à Internet pour leur commerce de proximité. On peut peut-être passer aux problématiques. Donc, ce que nous allons essayer de faire cet après-midi avec vous, c'est d'essayer de voir pourquoi et comment on pourrait conjuguer les mesures d'urgence qui ont été prises à court terme et l'élaboration d'une stratégie de digitalisation à moyen et long terme. Comme vous allez le voir avec Marie, beaucoup d'initiatives ont été prises, beaucoup d'initiatives venant de différents canaux. Et nous nous sommes donc interrogés, nous allons partager ces interrogations avec vous. Pourquoi les collectivités doivent-elles s'engager sur ce sujet? De quels accompagnements les commerçants peuvent-ils bénéficier pour se digitaliser? Vous allez voir que de nombreuses initiatives, là aussi, ont été prises au cours des dernières semaines et que donc il y a maintenant des possibilités de se faire accompagner de manière intéressante, mais faut-il encore coordonner tous ces efforts? Et enfin, quelles sont les principales difficultés rencontrées? Comment les surmonter? Et là, évidemment, comment l'ACET peut vous aider aussi à surmonter les difficultés rencontrées et comment peut-on ensemble imaginer une stratégie digitale pour le commerce, mais aussi comment peut-on imaginer, au fond, que cette stratégie digitale pour le commerce soit la première brique d'une stratégie digitale globale pour le territoire, car il s'agit là, on l'a bien compris, cette numérisation, cette digitalisation, eh bien, d'un atout de différenciation pour les territoires, mais aussi d'un outil au fond de simplification et d'innovation au service du développement économique, au service du développement commercial, qui répond aux attentes des consommateurs et des acteurs du territoire. Je cède donc tout de suite la parole à Marie Breton pour rentrer plus dans le sujet, notamment dans la vision de l'ACET et les préconisations de l'ACET. Merci beaucoup, Bernadette. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, je vais revenir rapidement sur un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pendant les périodes de confinement, des initiatives qu'on avait vues sur les territoires fleurir un petit peu partout et qui sont plutôt des initiatives qui émanent d'acteurs du territoire comme des commerçants locaux, des producteurs locaux, même des habitants qui se sont regroupés pour mettre en place des dispositifs d'entraide via le digital et la puissance publique via les collectivités ou les EPL sont venus en appui pour communiquer et faire connaître ces dispositifs. Un certain nombre de villes, par exemple, ont pu mettre en place des drives fermés. Ça a été le cas sur la ville de Brignoles qui, pendant le confinement, a fait un drive fermé une fois par semaine.
et où la ville a pu relayer sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la ville, ce qui a pu se faire. On a la ville de Carcassonne qui a mis en place, en fait, des habitants qui ont mis en place de façon bénévole une plateforme digitale pour permettre aux producteurs et aux commerçants locaux de pouvoir vendre en ligne. Un dispositif qui a été mis en place de façon bénévole et qui s'est juste mis en place pendant la période du confinement, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais ce qui pose la question aussi de la pérennisation de ce type de dispositif. On y viendra par la suite. On a la ville de Fougères qui a dû mettre en place des formations pour les commerçants, pour les appuyer, par exemple, à les aider à se familiariser avec des nouvelles pratiques comme le click and collect. Et donc, ils ont fait appel à des étudiants pour servir de relais et de tiers dans les formations. Et puis, on a aussi des dispositifs comme ce qui a été fait en appui avec la mairie d'Angers pour permettre à des maraîchers qui étaient dans les halles d'Angers de pouvoir, qui ne pouvaient pas ouvrir, de pouvoir occuper des locaux qui étaient temporairement fermés dans des commerces du centre-ville. On peut passer à la page suivante. On l'avait vu, donc l'ACET avait réalisé une enquête en avril dernier, ça avait été l'objet d'un webinaire. On a interrogé une cinquantaine de villes pour comprendre, essayer de mieux percevoir la manière dont la puissance publique et les collectivités ont fait face et ont aidé les commerçants à faire face à cette période de crise à la fois sanitaire et économique. Alors, je veux bien qu'on revienne juste à la slide d'avant. Je ne vais pas détailler en détail ce qui a pu être mis en place, mais on voit quand même que la prise en compte du digital et de la communication digitale est importante. On peut le voir avec des sites internet et des annuaires qui ont été mis en place, des cartes de géolocalisation interactive ou tout un certain nombre d'applications web qui ont permis de communiquer à la fois pour les commerces qui restaient ouverts et puis aussi pour ceux qui étaient contraints de fermer afin de pouvoir montrer les dispositifs de livraison en ligne, de click and collect pour ceux qui en étaient pourvus. Si on passe à la slide suivante, parmi les préconisations qu'avait fait l'ACET à ce moment-là, comme pilier de la relance et de la reconquête des territoires sur la question du commerce, on le voit que la question digitale transparaît via deux points principaux. D'une part, le fait d'aider les collectivités à pérenniser les dispositifs qui ont été mis en place de manière relativement spontanée. L'idée, ça va être vraiment pour ces personnes-là de pouvoir se rapprocher des commerçants, des habitants, des personnes qui ont mis en place ces dispositifs afin de pouvoir travailler avec eux sur la pérennisation d'un circuit d'approvisionnement ou de livraison, un modèle économique ou encore un modèle financier. Et puis, plus largement, au-delà de ça, de pouvoir systématiser des plans stratégiques de digitalisation qui puissent être proposés par la collectivité auprès de l'écosystème des acteurs. On le verra, ils sont nombreux, et notamment des commerçants, de pouvoir vraiment adopter une stratégie claire et définie sur le sujet. Si on se place cette fois-ci du point de vue des consommateurs, Bernadette Laclais le rappelait tout à l'heure, effectivement, il y a des nouveaux modes de consommation qui ont émergé, qui ont vu le jour, alors qui ont été révélés aussi par ces périodes de confinement, mais qui aussi sont une tendance un petit peu plus de fond qu'on observe depuis plusieurs mois. On vous a partagé ici quelques données qu'on a récupérées d'une enquête et d'un baromètre qui a été fait là pour l'année 2020 pour l'association Centre-Ville en Mouvement et qui montre que à peu près 2/3 des Français interrogés estiment que leur centre-ville n'est pas suffisamment connecté. Et parmi les dispositifs qui sont les plus plébiscités, on retrouve en premier lieu l'accès à un Wi-Fi gratuit en centre-ville, de l'accès à de la donnée publique et puis des applications de ville qui permettraient de recenser les animations qui peuvent être mises en place dans la ville, les commerces ouverts et un certain nombre d'informations sur la ville et le territoire. Et en quatrième lieu, alors on ne voit peut-être pas parce que c'est écrit en petit, il y a aussi là, une carte de fidélité de centre-ville. Donc on voit que voilà, ce sont des dispositifs aussi d'appui au commerce qui sont relativement plébiscités par les consommateurs.
Alors, pareil, comme le temps file, je ne vais peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ce qui est présenté ici, mais on vous transmettra le support si vous voulez plus d'informations. Il faut savoir que la puissance publique aussi s'est emparée du sujet depuis plusieurs mois, dans le cadre notamment du plan de relance mis en place par le gouvernement, avec une première vague de mesures qui a été faite aux alentours de l'été 2020, et puis une nouvelle stratégie, une nouvelle feuille de route en continuité qui vient de paraître en novembre 2020. C'est un certain nombre de mesures qui ont pour but de venir en appui aux TPE, aux commerces, aux petits commerces de proximité, à travers une batterie de dispositifs tels que des diagnostics numériques, des formations, des dispositifs d'audit et d'accompagnement pour des entreprises, des PME qui ont déjà accédé à quelques outils numériques en la matière. Et puis, en termes aussi, au niveau des collectivités, ce qui est important, des crédits en termes de financement et d'ingénierie de projet. À ce titre, on a par exemple un chèque numérique de 500 € qui devrait être accordé à des entreprises qui sont fermées administrativement pour pouvoir les aider à vendre en ligne. Il y a des campagnes de phoning aussi qui sont réalisées par les chambres consulaires. Ça devrait toucher environ 60 000 entreprises qui devraient être contactées via ce dispositif. Et puis, le site internet Click Mon Commerce qui a été mis en place et qui recense un certain nombre de solutions numériques qui sont déployées au sein du territoire et qui permettent de maintenir une activité en ligne pendant le confinement. Si on parle plus précisément de ce que met en place la Banque des territoires dans le cadre justement de ces mesures, on peut parler de du financement pour des recours à des solutions numériques de commerce. Donc, c'est à hauteur de 20 000 € par commune et principalement centré vers les programmes, les villes qui sont inclus dans le programme Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et puis la mise en place, la mise en ligne de la plateforme Click and Connect, qui est une plateforme téléphonique d'assistance et qui permet aux petites structures, des petites entreprises ou des petits commerces de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations sur les aides économiques auxquelles elles ont droit, et puis leur permettre aussi d'être accompagnées sur la transformation numérique de leur entreprise. Rapidement, pour expliquer aussi, on l'a dit, il y a le dispositif Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, ces deux programmes. On a vraiment une réaffirmation et un re-ancrage de cette question au soutien à la numérisation et à la modernisation du commerce de centre-ville qui sont vraiment réaffirmés, notamment en termes d'apport d'ingénierie financière et d'AME aux collectivités. Et à ce titre, la CET réalise aussi des missions dans ce cadre-là pour des villes qui sont dans le programme Action Cœur de Ville. Et pareil pour le dispositif Petite Ville de demain, il y a aussi possibilité d'obtenir des cofinancements de la Banque des territoires pour avoir accès à un certain nombre de dispositifs. Je cite ça sans être exhaustive, mais par exemple, pouvoir avoir accès à des solutions d'analyse de flux piétons, d'applications de ville, de monnaie locale, de programmes de fidélité en ligne, etc., etc. Donc là, on l'a vu, la puissance publique s'est emparée de la question. Maintenant, si on se place plus d'un point de vue local, l'idée de cette slide, je ne vais pas revenir en détail sur tous les points, mais l'idée, c'est de montrer qu'au niveau de l'écosystème local, on a un certain nombre d'acteurs et une pluralité d'acteurs qui ont des périmètres de compétences qui sont différents. Et on a volontairement représenté la collectivité, qu'elle soit ville, EPL ou même EPCI, au centre de cette fleur, pour montrer qu'elle a vraiment, selon nous, un rôle primordial à jouer de mise en réseau des acteurs, donc notamment des associations de commerçants, des agences de développement économique ou encore des chambres consulaires, pour vraiment faire un travail en commun d'animation, de mise en réseau d'acteurs, d'avoir une réelle stratégie de développement et puis de pouvoir aussi permettre de valoriser le territoire. Au sein des collectivités, on a souvent une personne relais qui peut être un manager de centre-ville, un chef de projet Action Cœur de Ville lorsqu'on est une ville qui fait partie de ce programme-là. Voilà, d'avoir vraiment la collectivité comme chef de file et chef d'orchestre de cette stratégie plus globale. En lien avec ça, donc, on voit aussi que si là on se place plus d'un point de vue technologique,
en point de vue solution, on voit qu'on est sur un marché qui est assez concurrentiel, avec une multitude d'offres qui sont proposées soit directement aux commerçants d'un point de vue individuel, soit auprès des collectivités et des EPL. Et qu'on peut, alors ce tableau n'est pas exhaustif, mais il permet de regarder un petit peu ce qu'on a là-dessus. On a d'abord les réseaux sociaux qui sont de plus en plus utilisés, aussi bien par les consommateurs pour pouvoir se renseigner sur un produit, regarder une horaire d'ouverture sur Google par exemple, ou de pouvoir même acheter en ligne. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui aussi achètent directement via un réseau social, et de plus en plus de commerçants, soit via des associations, soit d'un point de vue individuel, se mettent de plus en plus à être présents sur ces réseaux sociaux. On a également tout un tas de plateformes et d'applications en ligne qui existent. Alors, on les a volontairement mises toutes ensemble, mais qui correspondent aussi à des réalités et des offres très différentes. On a des plateformes qui ne sont que des vitrines qui permettent en fait de répertorier de manière simple et exhaustive l'ensemble des commerces qui peuvent être présents sur une ville ou un EPCI, comme pourrait l'être aussi une application de ville. On a certaines qui sont des marketplaces, donc qui permettent aussi de payer et de vendre en ligne. On a des plateformes qui sont déployées en marque blanche et d'autres qui sont des plateformes nationales qui peuvent s'adapter à des contextes locaux. On a des plateformes qui sont généralistes, qui s'adressent à tous les corps de métier. On en a qui sont plus spécialisés, qui vont s'adresser uniquement aux commerçants qui sont dans l'alimentaire ou dans l'habillement, etc. On a des collectivités qui on a des solutions qui proposent des offres pour les collectivités, spécialement dédiées aux collectivités avec des abonnements, d'autres qui sont plutôt à destination directement des commerçants. Donc, on voit qu'il y a vraiment un important dispositif qui est déployé. Et c'est vrai que des fois, pour les collectivités comme pour les commerçants, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. On a aussi, au sein de la ville, des applications qui sont utilisées par ailleurs, soit par les commerçants directement, soit par les habitants et les consommateurs qui ont l'habitude de réserver, d'acheter en ligne via ces plateformes-là, et puis aussi des services de livraison qu'il ne faut pas oublier parce que toute la thématique de la logistique urbaine est très importante également. Cette slide pour vous montrer des difficultés qu'on rencontre souvent lorsqu'on est appelé par des collectivités pour faire un petit peu des diagnostics sur les dispositifs qui sont mis en place. On s'est rendu compte de plusieurs choses. Sur la question tout d'abord du pilotage et de la gouvernance, on se rend compte souvent qu'il y a soit une absence de pilote, donc ça peut être un manager de centre-ville ou de commerce, ou quelqu'un un peu de référent central, un petit peu une entité qui puisse un petit peu structurer, piloter et animer les dispositifs, ou au contraire, on se rend compte qu'il y a trop de pilotes, et donc ça brouille un petit peu les pistes et les responsabilités. On remarque également un manque de stratégie de déploiement en termes de périmètre. On ne sait pas sur quel périmètre on se place. Est-ce qu'on est sur du périmètre uniquement du centre-ville, de la ville, de l'EPCI ou du territoire élargi? Et puis un manque de coordination entre les acteurs. Le deuxième point qu'on rencontre, c'est plutôt sur les dispositifs qui sont mis en place, et notamment, on voyait tout à l'heure, les applications ou les dispositifs, les plateformes numériques. On se rend compte que des fois, c'est pas le fait qu'il n'y en ait pas, c'est plutôt le fait qu'il y en ait beaucoup, et que du coup, on met beaucoup d'outils déployés qui soient souvent peu connus à la fois des commerçants, mais aussi des consommateurs. Il y a du coup un problème de communication et un problème aussi de dispersion de l'offre et de la demande parce qu'on ne sait pas vers quel service se tourner, que l'on soit commerçant pour s'inscrire sur une plateforme ou que l'on soit consommateur pour aller réserver un produit, acheter en ligne, bénéficier d'un bon de réduction ou que sais-je. Et puis enfin, troisième difficulté, plutôt sur la difficulté d'appropriation des outils. On se rend compte que même si ça commence à évoluer un petit peu, mais très souvent pour les commerçants et les artisans de proximité, ça demande beaucoup de temps et ça demande des connaissances un petit peu techniques pour pouvoir être présent sur un réseau social, pouvoir être sur une plateforme. Donc c'est aussi des mécanismes d'autocensure où certains commerçants ne se sentent pas d'y aller.
Et puis, on retrouve également des disparités entre les structures, entre un commerçant indépendant qui est seul dans sa boutique et puis un commerçant franchisé qui a une maison mère où il peut bénéficier de support en termes de communication, en termes d'accès aux outils digitaux. On est aussi face à des réalités qui sont différentes. Face à cela, pour nous, il semble très important de pouvoir bâtir une stratégie d'accompagnement des commerçants dans leur digitalisation et de pouvoir faire cette stratégie en alliant des mesures de court terme qui sont faciles à mettre en œuvre ou qui correspondent à un besoin important ou non couvert à l'heure actuelle par la collectivité, qui est vraiment nécessaire pour le commerce de proximité. Et puis qu'ils puissent aussi prendre en compte de manière agile les mesures d'urgence liées à ces périodes de crise sanitaire où on a aussi des problématiques en termes de pouvoir ouvrir ou pas ouvrir, etc. Donc, il faut pouvoir anticiper ces choses-là. Mais néanmoins, il nous semble important pour nous de pouvoir se projeter également sur une stratégie de territoire qui soit plutôt à moyen, enfin, qui soit aussi à moyen terme et à long terme, et de pouvoir d'ores et déjà pouvoir construire des modalités de suivi et de gouvernance, de formation et de sensibilisation des acteurs, des actions de communication, et plus largement pouvoir se projeter aussi sur qu'est-ce que sera le territoire, qu'est-ce que sera le centre-ville de demain d'un point de vue commerçant, d'un point de vue animation, et comment les évolutions technologiques pourront aussi, les innovations pourront permettre ce développement. S'il y a besoin aussi de vous convaincre d'avoir une stratégie, pour nous, ce qui est important, c'est qu'une stratégie, ça permet de gagner en efficacité, de mieux savoir où on va, éviter de se disperser, de disperser les efforts et de mieux concentrer vraiment la stratégie globale. Ça permet également de mieux communiquer et d'être plus audible. Et enfin, ça permet d'accéder plus facilement à des dispositifs d'aide dans la mesure où voilà, on a une stratégie qui est construite et qui permet de se projeter à long terme. Enfin, pour finir, au niveau de l'ASET, notre vision méthodologique face à toutes ces problématiques que l'on rencontre sur les territoires, nous, on a identifié plusieurs points qui sont importants. D'une part, c'est plutôt dans une vue de diagnostic, pouvoir identifier facilement les besoins pratiques et attentes des commerçants, mais également les pratiques qui sont déjà à l'œuvre sur le territoire, tant du point de vue de l'offre existante en ligne que de la demande et des aspirations des consommateurs face à ces nouveaux modes de consommation en ligne. Ensuite, il est important pour nous de pouvoir mener des actions de sensibilisation auprès des commerçants et des artisans et de pouvoir impulser une dynamique de groupe en montrant l'importance et la nécessité d'être présent sur Internet et puis s'appuyer sur un noyau de commerçants qui sont motivés pour impulser une dynamique et montrer l'exemple. Voilà, l'idée, c'est de commencer avec un certain nombre de commerçants qui fassent ou non partie d'ailleurs d'une association de commerçants, mais qui sont soit les plus avancés d'un point de vue digital, soit qui sont intéressés et motivés et qui permettront de aussi donner l'exemple et impulser vraiment une dynamique sur du plus long terme. Il est important également d'avoir une stratégie ciblée en fonction des besoins, y aller par étapes, ce qui est très important, mais pas forcément brûler les étapes. L'une des premières étapes, ça peut être tout simplement faire en sorte que l'ensemble des commerces soient bien référencés sur des réseaux comme Google My Business, où on a les horaires d'ouverture, les dispositifs qui sont mis. Il y a des formations que les CCI et les CMA mettent en œuvre pour justement aider les commerçants à renseigner leurs fiches. Rien que ça, c'est déjà une première étape qui pourra ensuite permettre de monter en gamme au fur et à mesure. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'arrêter à la technique et à l'outil, mais plutôt voir l'usage et le besoin qui peut en être fait, et savoir ce que l'on souhaite et choisir l'outil en conséquence, et non pas l'inverse, ce qui est parfois le cas. Et puis, pareil, commencer peut-être avec quelques commerçants pour pouvoir ensuite déployer et élargir les dispositifs. Et enfin, la nécessité de décliner un plan d'action qui soit opérationnel pour pouvoir traduire concrètement, via des actions concrètes, la stratégie qui aura été décrite en amont. Et enfin, pour finir, pourquoi il nous semble important d'avoir une AMO pour les collectivités ou les EPL? Ce qui est important, c'est d'avoir un tiers de confiance qui se positionne entre la collectivité et l'ensemble des commerçants ou des artisans qui sont présents sur le territoire.
C'est une posture également d'indépendance. En tout cas, nous, c'est notre prisme d'analyse sur à l'ACET, pardon. Mais on a une posture d'indépendance et notamment vis-à-vis de la multitude d'entreprises et de startups qui proposent des solutions. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir vous aiguiller en fonction de vos besoins et ce dont vous avez besoin sur votre territoire. Et enfin, le fait qu'on ait une expertise auprès de nombreux territoires, notamment sur des territoires Action Cœur de Ville, et une analyse fine de toutes les mutations qui se passent à l'échelle des territoires. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais laisser la parole du coup aux deux personnes de la CCI. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Samuel Cusin, donc merci à l'ACET de nous avoir invités pour témoigner de notre expérience sur la question des places de marché. Donc, comme l'a dit Bernadette, je suis en charge du pôle performance commerciale à la CCI Côte d'Or Dijon Métropole. Je suis accompagné de mon collègue Flavien Troubat, que je laisse se présenter. Flavien Troubat, donc animateur auprès des commerçants et des usages numériques. Voilà, donc nous, on nous a demandé de faire un petit retour d'expérience parce que notre expérience sur ces thématiques est finalement assez longue. Hein. C'est un sujet sur lequel on s'est penché depuis 2006 à travers un dispositif Achaville dont on va reparler. Donc, ça nous fait maintenant 15 ans de recul sur le sujet, ce qui nous permet voilà, de témoigner un petit peu de ce qui marche moins bien, des écueils qu'on peut rencontrer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Rapidement, notre présentation va s'articuler en 3 temps. Notre avis sur pourquoi les collectivités doivent s'investir. On va rejoindre en grande partie ce qui a déjà été dit. Hein. On va vous présenter ensuite le dispositif Achaville et le rôle des chambres consulaires dans ce dispositif. Et enfin, on terminera avec la question des plateformes locales qu'on est en capacité de décliner et avec un exemple qu'on est en train de mettre en place. Avant ça, je pense qu'il est important de remettre en contexte la question du numérique, de ce qui nous est arrivé sur ces derniers mois avec des éléments plus structurels qui touchent le commerce des centres-villes, des centres-bourgs depuis maintenant un certain temps, en tout cas plus d'une dizaine d'années. Donc, on peut, je pense, tous partager le constat qu'on a une offre commerciale qui a perdu beaucoup de sa diversité, hein, notamment, on peut citer par exemple les métiers de bouche qui ont, notamment sur les plus petites villes, les centres-bourgs, ont perdu du terrain. Aujourd'hui, c'est le cas du prêt-à-porter qui est aussi de moins en moins présent sur les villes les plus petites. Bon, les raisons, on les connaît, hein, c'est lié bien entendu à la concurrence de la grande distribution qui s'est largement installée en périphérie des centres urbains, et puis les grands centres urbains aussi qui drainent toute une partie de la consommation avec notamment pour tout le commerce qui s'est installé en périphérie, des conditions qui sont liées au coût de l'immobilier qui sont nettement plus avantageuses en périphérie qu'elles ne peuvent l'être au centre-ville, et donc des charges qui sont aussi nettement plus élevées en centre-ville qu'en périphérie. Donc, encore une fois, un constat que tout le monde connaît, hein, le taux de vacances, il est aujourd'hui passé en 10 ans de 7 à 12% en centre-ville, donc c'est un indicateur inquiétant que tout le monde a en tête aujourd'hui. On a des centres-bourgs sur lesquels le taux de vacances dépasse allègrement les 20%. Voilà, en gros, on a des centres-villes qui sont de moins en moins compétitifs et de moins en moins attractifs. C'est un petit peu le constat qu'on peut faire. Alors, pourquoi je parle de ce constat qui est largement partagé aujourd'hui et quand même depuis quelques années maintenant par les pouvoirs publics à tous les niveaux, hein, on a parlé d'Action Cœur de Ville, de Petites Villes de demain, donc on est sur ces sujets-là, parce que le volet numérique n'est pas déconnecté de ces problématiques-là. Ça peut être une solution, ça peut être une des briques, hein, une stratégie, mais ça ne peut pas suffire. Voilà, il ne faut pas non plus faire de la stratégie numérique l'alpha et l'oméga de la solution qui va permettre au centre-ville de retrouver de l'attractivité. C'est un élément parmi d'autres, c'est un élément important. On a vu avec la crise combien il était primordial.
puis Flavien va faire un petit parallèle maintenant sur le numérique et on verra qu'on a aussi pas mal de progrès à faire. C'est effectivement un peu le cas parce que Samuel vient de souligner le taux en évolution des taux de vacances des cellules commerciales dans les centres-villes, mais on s'intéresse aussi, nous, au taux de vacances des commerçants sur Internet d'une certaine manière, puisque une vitrine finalement sur Internet, c'est toujours un pas de porte supplémentaire pour un commerce qui souhaite être visible. Depuis quelques années, depuis 2017 pour être précis, et ça fait, je rebondis sur les propos de l'ACET tout à l'heure, on a mis en place une action qui s'appelle l'empreinte numérique de territoire, ce qui revient un peu à faire un observatoire des territoires. On se pose sur la ville, on prend notre fichier des commerces et des prestataires de services, et puis on va analyser en fait, la présence des commerçants, à savoir est-ce qu'ils sont un site ou est-ce qu'ils n'ont pas de site, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont une grande communauté, est-ce qu'ils maîtrisent, est-ce qu'ils ont conscience aussi qu'ils ont des commentaires clients, des avis clients, des notes clients, enfin une notoriété numérique qu'il faut prendre en considération. Donc là, je vous ai mis volontairement un tableau comparatif avec un groupe de commerçants qui a été un peu test en vert, on va dire des commerçants vertueux puisqu'ils sont rentrés dans un dispositif particulier qu'on a accompagné. Et puis en bleu, vous avez la moyenne départementale. Juste pour vous dire qu'on a des indicateurs qui sont vivants, parce qu'on fait ce genre d'analyse régulièrement. Et là, à titre d'information, trois indicateurs que nous sommes capables d'isoler. 44% des entreprises d'une ville vont avoir un site Internet, donc il reste quand même une entreprise sur deux qui n'a pas aujourd'hui de site Internet. Alors, on regarde aussi des tas de paramètres. Hein. On regarde si le site Internet est moderne ou s'il est ancien, s'il a des chances d'être référencé ou non, s'ils font de la vente en ligne. Donc, je rebondis sur les propos tout à l'heure des 6% de commerces qui font de la vente en ligne. En ce qui nous concerne, au niveau du département de la Côte d'Or, on est à 4% de commerçants qui font de la vente en ligne avec ce que nous observons. Le 300, c'est pour vous exprimer la communauté des fans, la moyenne des fans par page professionnelle d'entreprise sur les réseaux sociaux. Et c'est la moyenne que nous observons au niveau du département. C'est un indicateur intéressant parce qu'en fait, 300, c'est grosso modo la communauté des fans d'une personne qui est active sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que nos commerçants ont beaucoup à progresser dans la maîtrise de leurs réseaux sociaux. Et puis, un autre indicateur que nous avons isolé pour souligner aussi l'impact des annuaires, un avis page jaune, en face, 45 avis sur Google My Business. Ce qui veut dire qu'on a aussi ici l'illustration des changements d'usage des clients. On ne regarde plus aujourd'hui les pages jaunes, on n'utilise plus les pages jaunes. Le constat, il est là. On s'informe avec Google et en tout cas, on met des avis et des notes sur Google particulièrement. Donc ça, ce sont des études que nous faisons par ville, ce qui nous permet après de compiler les informations pour le territoire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut actualiser ces études par ville. Donc on voit aussi la progression ou la régression, parce qu'il y a aussi des facteurs régressifs qui sont observés dans l'appropriation du numérique par les commerçants. On présente ces études dans le cadre d'opérations collectives avec les collectivités, avec les unions commerciales, les commerçants, et derrière, ça décline généralement des ateliers et du coaching individuel. Voilà, donc pour poursuivre, on était avant la crise sur un sujet sur lequel, en France, ça a été dit, on avait plutôt un certain retard des TPE commerciales sur la question du taux d'équipement. Il a été aussi fait comparaison avec la Grande-Bretagne qui a plus du double de sites Internet par commerçant. Donc, on est sur des taux d'équipement qui sont nettement plus faibles en France. Et la crise a mis en exergue ces lacunes, ça a été dit à maintes reprises. C'est à la fois donc un révélateur, c'est un élément qui a permis à tous les acteurs de prendre conscience des enjeux. Quand je dis tous les acteurs, je le dis d'autant plus que depuis 15 ans, nous, on a longtemps eu l'impression de prêcher dans le désert sur ce sujet, que ce soit au niveau des acteurs économiques, des commerçants eux-mêmes, mais aussi des pouvoirs publics. À tel point qu'à un moment, on s'est même questionné sur l'intérêt de poursuivre sur la question des places de marché, de la professionnalisation des commerçants.
Donc aujourd'hui, bien sûr, on est très heureux de cette prise de conscience et on est très heureux de cette mobilisation des pouvoirs publics, ce qui va nous permettre d'avancer sur le sujet parce que finalement, comme pour le commerce physique, le commerce numérique a besoin d'un investissement public, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, en 2 mots maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qui nous semble être une bonne structuration dans le cadre d'un partenariat public-privé. Pour nous, en local, une bonne structuration doit s'appuyer sur une démarche tripartite avec d'une part la collectivité, d'autre part les centres consulaires et enfin les commerçants qui bien sûr sont indispensables. Et si ces 3 acteurs mobilisent leurs efforts, on arrive à créer des places de marché qui fonctionnent avec chacun un rôle bien déterminé. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle des acteurs. Donc la CCI qui va être AMO commerce auprès de la collectivité sur le volet numérique, mais aussi sur le volet plus classique du commerce en général. C'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus auprès des collectivités. La CCI va aussi professionnaliser les commerçants, ça a été dit tout à l'heure, il y a pas mal de freins encore par rapport au TPE pour s'approprier les outils numériques. On va aussi fournir un annuaire, ça paraît tout bête, mais le fait d'avoir une donnée actualisée, exhaustive sur le territoire, issue du RCS, hein, du registre du commerce et des sociétés, ça permet d'avoir une base pour construire une place de marché. La collectivité, elle va bien sûr fournir les solutions et les moyens dédiés aux commerçants. Donc la solution technique hein, pour mettre en place la place de marché. Et puis, elle va apporter aussi à la plateforme des contenus à travers les informations locales qu'elle pourra diffuser. Le commerçant, à son tour, hein, son rôle, lui, c'est de développer des contenus, hein, c'est son rôle principal, mais c'est stratégique. C'est-à-dire si on n'a pas de contenu riche, actualisé de la part des commerçants, on se retrouve avec une coquille vide ou pire, avec des données qui sont obsolètes. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la question des contenus, que ce soit les contenus textuels, des contenus graphiques, des images. C'est vraiment important. Maintenant, je vous propose qu'on aborde le cas concret qui est Achaville et Flavien va vous présenter un petit peu l'historique d'Achaville et ce qu'on peut faire avec. Donc, Achaville est un outil qui a été adopté par les compagnies consulaires depuis maintenant 20 ans. Un outil qui permet d'agir à différents leviers. C'est déjà une volonté politique de la Chambre, puisque ça va être dans un premier temps l'affichage de l'ensemble des commerçants et des prestataires de services d'un territoire sur un site qui va être consacré à valoriser chaque acteur économique. C'est aussi pour nous une mission d'accompagnement des entreprises au premier pas sur Internet, puisque ça permet, on va le développer un peu plus loin, de développer une visibilité un peu plus marquée pour les commerçants avec notre accompagnement en douceur. C'est une plateforme qui sert aussi à intégrer de l'animation commerciale, de faire bien sûr les liens avec les réseaux sociaux, valoriser un certain nombre de partenaires, une gestion globale de l'interface, des données qualifiées, un observatoire du e-commerce en quelque sorte. Donc cet outil, nous l'avons adopté en Côte d'Or depuis 2006 et nous avons accompagné à peu près plus de 1000 commerçants aujourd'hui qui ont intégré la plateforme. Il y en a encore qui sont actifs, d'autres ont bougé. Achaville est un dispositif national. Il y a 28 chambres consulaires qui sont aujourd'hui adhérentes à ce dispositif. Donc, il y a une répartition qui se fait au travers du territoire. Chacune a sa propre politique d'accompagnement des commerçants sur ce sujet. Donc là, on va vous présenter la partie visible pour le commerçant, pour le client et le commerçant, c'est-à-dire que vous avez une plateforme qui va valoriser des acteurs économiques, des commerçants, des prestataires du service, et ceux qui vont rentrer dans une logique d'affaires, de marketplace, vont pouvoir intégrer leurs produits qui sont destinés à la vente. Donc, pour notre gestion à nous, c'est un accompagnement à l'appropriation de l'outil qui va accompagner le commerçant pour justement intégrer ces produits
la création des contenus, la logique de référencement. Donc, on va insister sur ce point-là un peu plus loin, mais le commerçant n'est jamais seul dans cette démarche-là. Et on conserve bien entendu un lien dans la durée. C'est une plateforme qui résonne à l'échelle du territoire. C'est la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie pour notre département. Nous valorisons 11 600 commerces qui sont actualisés. Le fichier est actualisé régulièrement. Et on a la possibilité de décliner l'outil sous la forme de sous-territoire. C'est-à-dire qu'il y a un nom de domaine qui est posé pour le département, achat Côte d'Or, mais la déclinaison peut se faire à l'échelle d'une ville. Donc, on a un achat Dijon qui est opérationnel et qui, cette fois-ci, ne va valoriser que les commerçants de la ville de Dijon. On a un autre nom de domaine qui est déposé, qui est achat Beaune, et ce sont cette fois-ci les commerçants de Beaune qui seront valorisés. L'objectif essentiel de cette démarche, c'est bien entendu de soutenir la proximité et de faire le lien avec les collectivités de manière à ce qu'il y ait une appropriation par les habitants de la zone de chalandise pour pouvoir trouver sur cette base de données l'ensemble des informations qualifiées des commerçants. Chaque commerçant va pouvoir enrichir une fiche à l'instar de Google My Business avec des informations qualifiées, les horaires d'ouverture, les marques qui sont développées. On pourra y intégrer le lien de son propre site ou en tout cas développer son site avec nous s'il le souhaite, le lien de ses réseaux sociaux. Donc, engager les premiers éléments, les premiers moments importants de rencontre avec sa clientèle. Les formules qui sont proposées aux commerçants sont des formules par palier. C'est un point important pour nous parce qu'il n'est pas question de mettre tous les commerçants dans une logique de vente à distance. Ça n'a pas beaucoup de sens. Certains commerçants vont avoir besoin d'un site de visibilité pour pouvoir signifier à leur clientèle qu'ils ont une offre de services, une gamme de produits, sans chercher nécessairement à développer du business. Il y a des commerçants, et c'est un peu le contexte des deux crises, des deux périodes de confinement qui ont été vécues récemment, qui vont chercher par contre plutôt à développer un service de click and collect, donc le réserver et retirer au point de vente. Et puis d'autres, par contre, peuvent se lancer dans l'appropriation de la logique de la vente à distance, avec cette fois-ci des solutions de paiement sécurisées, la gestion de fichiers clients, la maîtrise des conditions générales de vente, ceci sans engagement ni commission auprès du prestataire. Donc là, vous avez en fait, pour illustrer ce qui apparaît à votre écran, le back-office, enfin, ce qu'on appelle le back-office, c'est un tableau de bord qui va être celui d'un commerçant. Vous avez des indicateurs qui commencent à apparaître. On est en début de mois de décembre. Ce commerçant a des indicateurs qui sont assez performants et intéressants. Il y a un certain nombre de produits qui sont en ligne. Il y a un certain nombre de visites. Il y a une durée par visite qui va être analysée, un nombre de pages vues, un taux de rebond. Ce sont des indicateurs que nous allons faire apprendre à maîtriser par le commerçant pour qu'il puisse déterminer l'efficacité du site. Il y a tout un registre statistique qui est également intéressant où le commerçant va pouvoir croiser en fonction de la source de son trafic la pertinence ou non de ses campagnes sur les réseaux sociaux ou en tout cas du poids des moteurs de recherche en termes de trafic. Donc, c'est un back-office, un tableau de bord qui est assez simple à gérer par tous les commerçants et auquel donc nous apportons un accompagnement technique pour faire prendre conscience des usages des internautes. Nous avons accompagné en 15 ans plus de 1000 commerçants sur une démarche d'appropriation du numérique par la voie d'un site internet et par le biais d'achat Côte d'Or. Bien entendu, achat Côte d'Or n'est pas une fin en soi, hein, c'est comme vient de le dire Flavien, c'est un outil pédagogique pour aller plus loin. Donc, parmi ces 1000 commerçants, il y en a beaucoup qui, après cela, ont créé leur site internet en propre, mais en ayant acquis une culture du numérique et en étant capable, du coup, d'échanger de gré à gré avec un prestataire informatique sur ses besoins et les fonctionnalités qu'il souhaite intégrer à son site internet.
Le point essentiel, encore une fois, j'y reviens, n'est pas de dire de manière forcée, allez tous vers la vente à distance. L'idée, c'est déjà, on parlait de vacances, du taux des cellules vacantes. Ici, on essaie d'apporter une réponse à la vacance de la visibilité des commerçants sur Internet, et notamment dans un lien de proximité. Donc, il ne s'agit pas forcément de pousser tous les commerçants de Dijon à vendre sur Strasbourg et Bordeaux. Il s'agit d'abord de s'approprier une technologie pour converser avec une clientèle locale, développer des actions marketing qui vont ramener la clientèle locale qui aura consulté sur Internet, mais qui viendra dans le commerce physique. On parle de phygital depuis un certain nombre d'années d'ailleurs sur ce sujet, puisque le phygital, c'est bien la conciliation entre le monde digital d'un côté, mais le monde du commerce physique. Et comment mes outils numériques permettent de faire venir des clients en magasin, et comment mon point de vente va relayer aussi ce que je peux faire sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, j'en parlais tout à l'heure, un commerçant ne doit jamais être seul dans son appropriation de l'expérience Internet. On a adopté Achaville, mais on n'a pas développé qu'Achaville en l'espace de 15 ans au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. On a aussi mis en place une boutique showroom avec un certain nombre de technologies qui montraient comment développer la prospection, l'animation et la fidélisation. On en parlait tout à l'heure aussi, la fidélisation est extrêmement importante avec les objets numériques. Mais nous avons aussi une logique de formation, une logique d'animation des webinaires, un club d'e-commerçants et une stratégie de coaching au travers des audits qui vont évaluer en fait la stratégie marketing du commerçant individuellement pour pouvoir déterminer avec lui un plan d'action et l'inscrire dans un parcours de progression. La boutique est une autre option qui est proposée aux commerçants, puisque dans cette boutique, la boutique.fr, ce sont des collègues de la région Bourgogne-Franche-Comté qui ont mis en place cette plateforme. Le commerçant trouvera, lui, des prestataires de services et des solutions techniques à ses besoins. Voilà, nous en avons fini sur Achaville pour maintenant aborder la question des plateformes locales. Donc, qui est vraiment la thématique du moment. Donc, nous, ce qu'on propose à travers Achaville, c'est de développer une plateforme locale, non pas à partir d'une feuille blanche, mais de partir de contenus existants. Notre prestataire, Eolas, qui est localisé à Grenoble historiquement, hein, depuis l'an 2000, puisqu'on a lancé Achaville en l'an 2000, propose depuis maintenant 18 mois de développer des plateformes locales en marque blanche. En marque blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut affecter un nom de domaine différent d'Achaville, hein, vous verrez tout de suite, qu'on peut créer une page d'accueil qui est complètement personnalisable et qu'on peut bien sûr bénéficier de l'annuaire des acteurs économiques, des entreprises locales. Au-delà de ça, on peut développer aussi un certain nombre d'options, hein, notamment la présentation des produits, aller jusqu'à du click and collect ou de la vente à distance. On fait le lien, et ça c'est très important, avec la plateforme Achaville. Donc, on ne développe pas des plateformes locales à l'échelle d'une commune ou d'une EPCI qui se concurrencent l'une l'autre, mais qui sont complémentaires et qui vont s'enrichir l'une l'autre. Ce qui permet aussi aux commerçants de ne pas avoir à saisir les mêmes informations sur une multitude de dispositifs et d'outils. C'est la question qui était soulevée tout à l'heure par Marie, de la cohérence et de la stratégie à l'échelle d'un territoire. On a couplé aussi notre plateforme avec une base Decibel Data qui est gérée par le comité régional du tourisme, qui nous apporte tout un tas d'informations issues des prestataires touristiques. Et à l'inverse, nous, on enrichit cette base avec les données des commerçants, donc toujours aussi dans une logique de co-alimentation des données et d'enrichissement mutuel des données. Et puis le territoire, la collectivité, quelle que soit sa taille, elle, sa mission, c'est d'enrichir aussi, encore une fois, l'offre avec des informations locales qui peuvent être d'ordre culturel, associatif, la question des marchés, etc. On interviendra aussi avec la collectivité donc, sur des points de veille, de réglementation, d'évolution aussi des technologies et des usages pour adapter, bien sûr, l'outil au bénéfice du territoire.
Sur cette question des plateformes locales, on voulait illustrer le propos avec une expérience qu'on est en train de développer. Pardon, voilà, qui s'appelle Je ferai nuit commerce. Donc, on est exactement dans ce qu'on vient de vous décrire, hein, une déclinaison locale. Donc, c'est l'intercommunalité de Gevrey, Nuit Saint-Georges qui l'a développé. On a commencé à travailler avec eux à la fin du premier confinement. Donc, tout ça pour dire aussi que ce ne sont pas des choses qui se font, même si on a été très vite, ce ne sont pas des choses qui se font en 15 jours. Il faut travailler le contenu, il faut avoir un cahier des charges qui soit bien adapté aux besoins. Donc, vous allez retrouver ici de la même façon, finalement, les mêmes informations que sur Achaville, dans des rubriques qui sont présentées un petit peu différemment, avec, pour cette plateforme, pardon, on n'est pas connecté, mais bon, peu importe. On va retrouver un petit peu les mêmes informations, les mêmes contenus que sur la plateforme Achaville, mais adaptés finalement au territoire. Donc, cette formule d'échange gagnant-gagnant entre le triptyque qu'a désigné tout à l'heure Samuel au sein de cette plateforme locale, c'est bien sûr de l'échange de données, l'échange qui va s'enrichir. On apporte, nous, chambre consulaire, un fichier qui va avoir besoin d'être complété par les acteurs du territoire. La collectivité, par son effort et son animation, va renforcer l'enrichissement des données. La plateforme va se consolider. Parallèlement, les commerçants qui voudront, eux, se lancer dans une expérience de visibilité pourront être également visibles en local, mais également développer leur propre stratégie de contenu, puisque la visibilité sur Internet ne se fait pas que sur les plateformes locales, elle va se faire aussi avec un site en propre, puisque les sources de trafic passent par différents types de canaux. On ne peut pas tout concentrer dans la plateforme locale. La plateforme locale aura une dimension réellement de proximité. On incitera aussi les commerçants qui veulent rentrer dans ces logiques-là d'avoir leur propre site, mais par contre, les contenus seront visibles, bien sûr, en local, ce qui permettra de développer notamment les notions de click and collect. Ils intégreront les notions de fichiers clients, ils maîtriseront leur propre fichier client, ils auront leurs conditions générales de vente, ils auront les conformités réglementaires avec notre appui, notre accompagnement. Enfin, pour terminer, à grands traits, parce qu'on n'a pas le temps, il faudrait rentrer dans le détail, mais voilà un petit peu quels sont les postes de dépenses pour mettre en place une plage de marché locale. Le premier, bien évidemment, c'est le développement de la solution technique. Donc, encore une fois, je pense que ça a été dit aussi par Marie, le fait de s'appuyer sur des solutions existantes, c'est faire des économies de temps, de moyens humains et financiers. Donc, nous, on encourage les collectivités à utiliser des plateformes qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Après, le deuxième poste qui est important, et on l'a dit à plusieurs reprises, et il faut le redire, c'est la création des contenus et leur actualisation dans le temps. C'est primordial. On a vu par le passé combien de places de marché qui sont en fait des coquilles vides, hein, sur lesquelles on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent public et qui, au bout de 6 mois, au bout d'un an, se retrouvent avec 1, 2, 3, peut-être une dizaine de commerçants qui proposent des contenus qui sont souvent pas actualisés. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde parce que là, on voit bien qu'il y a un élan collectif pour mettre en place ce genre de choses, mais il ne faudrait pas que ce soit un énorme gaspillage d'argent public. Donc, la question des contenus, elle est vraiment stratégique et de l'animation de la plateforme dans le temps. Troisième poste de dépense, un peu traditionnel, le volet communication et les animations marketing et web marketing, puisqu'on est sur une offre digitale. Il faut aussi imaginer cette communication à travers la communication traditionnelle, la presse, l'affichage, etc., ce qui permet d'asseoir la notoriété de la plateforme à son lancement. Mais il faut aussi prendre en compte la communication digitale qu'on pourra mettre en place au moment du lancement et qui va lancer la plateforme. Et après, Google est le juge de paix hein, sur tous ces sujets-là. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc, si la plateforme est bien référencée, si le référencement naturel se met en place, après, on aura une plateforme qui sera
naturellement référencé sur son territoire et qui pourra vivre à condition, encore une fois, que les contenus soient riches et actualisés. Voilà, on en a terminé, je crois, pour cette présentation. On est à votre disposition s'il y a des questions. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Bernadette, Oui, alors je ne sais pas si… vous nous entendez? Oui. Oui, on vous entend. On vous remercie pour cette présentation très intéressante. Je pense que tout le monde a pu partager les informations que vous nous avez communiquées. Est-ce que nous avons des questions? Est-ce que Thierry peut nous dire si au fil de la discussion, moi je ne les vois pas apparaître, donc je ne sais pas si Marie les voit. À ce stade, je crois qu'il n'y a pas de questions, mais il est toujours temps. Ouais, il y a peut-être une question qu'on pouvait se poser, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'articulation des stratégies de revitalisation commerciale et de revitalisation, on va dire, d'une manière générale urbaine, avec cette notion de digital. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'articulation et l'intégration d'une stratégie digitale sur une démarche globale de revitalisation? Oui, je veux bien faire part de notre petite expérience sur le sujet. Maintenant, depuis une petite dizaine d'années, on accompagne, comme je le disais tout à l'heure, des collectivités en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commerce et d'ailleurs plus sur le volet du commerce physique, hein, avec des problématiques que vous connaissez tous, qui sont compliquées, hein, que je décrivais en entrée de présentation, où là on est sur des stratégies de long terme. Le repositionnement de l'offre commerciale d'un centre-ville passe par la mise en place de moyens conséquents. On le voit à travers Action Cœur de Ville, on va le voir demain avec Petite Ville de demain. Donc là, on est sur des stratégies de long terme. Et le volet numérique est un levier qu'il ne faut pas négliger, mais qui n'est qu'un complément à une action publique. Et j'ai envie de dire, on parle que de commerce aujourd'hui, mais l'attractivité du centre-ville passe par bien d'autres paramètres, hein, la question du logement, la question de l'urbanisme, la question des services publics, privés, de la santé. Nous, on s'est organisé pour avoir une approche globale de ces problématiques auprès des collectivités en s'associant à un certain nombre d'experts sur chacun de ces sujets, ce qui nous permet d'apporter une réponse qui est globale. Donc, on intervient sur ces questions de redynamisation de centre-ville et de centre-bourg. Et bien sûr, on met aussi l'accent sur ce volet numérique qui est un levier important et qui est là, pour le coup, on est sur des sucres rapides, hein. Le numérique, c'est quelque chose qui est facilement mesurable en termes de retour sur investissement et qu'on peut mettre en place dans des délais relativement courts si on parle de restructuration de centre-ville. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans un premier temps, sur lequel on peut avoir des résultats rapidement. Ok, merci. Une autre question, alors qui nous ramène plus sur la problématique numérique stricto sensu. Il y a une question un peu technique qui est relative à la question des données. Donc, comment les données sont-elles gérées et notamment comment est prise en compte la problématique RGPD dans ce cadre-là? Sur la gestion des données, on privilégie d'abord l'approche du commerçant, puisque c'est le commerce. Quand on est dans un volet transactionnel, c'est bien le commerçant qui va recevoir finalement le bénéfice d'une vente et donc les données théoriquement du client. Le sujet, c'est effectivement s'il y a des intermédiaires, comme si la plateforme fait office d'intermédiaire, c'est qui va être responsable effectivement de ces informations. On incite et on invite réellement les collectivités à être très vigilantes sur le volet RGPD, donc le respect des données personnelles, pour établir des conditions générales de vente qui soient très transparentes et qui protègent au mieux, bien sûr, le client
mais qui viennent enrichir le fichier des commerçants, puisque, in fine, c'est eux qui vont faire la transaction. Un peu dans le prolongement de ce questionnement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la responsabilité de la collectivité dans le cas de figure où c'est elle qui porte la mise en place de la plateforme? Qu'en est-il de sa responsabilité en cas évidemment de problèmes de fraude, de difficultés à l'achat, enfin voilà. De quelle manière sa responsabilité est-elle engagée dans ce cadre-là? Il y a plusieurs types de plateformes. On met sous un même libellé en fait différentes solutions. Il y a la plateforme comme celle qu'on vous a montrée, qui est un premier niveau, Gevrey Nuit, où finalement on va être sur un annuaire enrichi. Donc là, les responsabilités sont assez limitées. Le commerçant est responsable des contenus qu'il met sur la plateforme. La collectivité est responsable du reste des contenus, et notamment des contenus de la homepage, d'un point de vue juridique. Mais le risque juridique, entre guillemets, est relativement faible. Quand on rentre dans une démarche de click and collect, de vente en ligne, de marketplace, où là, on est sur des dispositifs de vente en ligne, on va rentrer notamment par rapport à la loi Hamon sur un certain nombre de choses à respecter qui sont assez cadrées par la loi. Alors, moi, on va vous parler, nous, plutôt d'Achaville et du modèle tel qu'on l'a construit. Chaque commerçant a un site Internet et donc chaque commerçant a ses propres conditions générales de vente et est responsable de ses transactions de A à Z. Du coup, la responsabilité de la collectivité, encore une fois, elle se limite au contenu. Elle fournit un outil. Elle se limite aux contenus qui sont présents sur la plateforme, mais elle n'est pas responsable de ce que fait le commerçant sur la plateforme. C'est bien le commerçant qui a la responsabilité de ses transactions et de la relation avec le client final. Là où ça peut être compliqué, c'est quand on rentre dans des marketplaces, enfin des plateformes locales, mais qui veulent se transformer en marketplace en combinant des achats qui peuvent se terminer dans une conciergerie et autres, où là, effectivement, le client, il faut imaginer le parcours client qui va acheter peut-être 1 kilo de clémentine d'un côté, une paire de chaussures, mais qui va finalement se retrouver avec 2 facturations parce que les conditions générales de vente n'ont pas prévu que le panier se finalise en un seul point. Et donc, du coup, le parcours client, il devient assez confus. Et il faut être très vigilant dans cet exercice-là pour voir qu'est-ce qui est engagé et ne pas rendre finalement l'exercice du shopping plus compliqué que prévu en voulant finalement trop bien faire. Il faut vraiment réfléchir à ce sujet-là très en amont. Il y a beaucoup de collectivités qui, sur le papier, c'est une bonne idée, qui veulent aller plus loin et proposer du click and collect collectif, une conciergerie. Mais là, on rentre encore dans une complexité plus grande, puisque là, pour le coup, va se poser des questions de responsabilité partagée entre plusieurs commerçants avec la collectivité. Il y a toute une question aussi sur la logistique qu'on n'a pas évoquée. Quand on fait une conciergerie ou du click and collect collectif, il y a la question de qui prend en charge les commandes, qui est responsable des commandes juridiquement s'il y a un problème avec un colis. C'est encore plus compliqué si on va sur de l'alimentaire avec la chaîne du froid, etc., le stockage. Donc, ça peut vite devenir très compliqué, la question de collectiviser en fait les achats, même si au final, effectivement, on veut rendre un service au client. Voilà. Et encore faut-il mesurer aussi l'appétence ou le besoin du client par rapport à ce type de service. Parce qu'à notre sens, l'effort à fournir est vraiment important par rapport à une demande qui n'est peut-être pas aussi forte que cela. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que ce qui est important justement, c'est de pouvoir bien analyser avec les élus et avec les acteurs du territoire les besoins. C'est d'abord de faire ce diagnostic, de faire ce travail d'analyse des besoins et en fonction de ces besoins, de regarder d'abord les outils qui peuvent exister, qui sont plus ou moins aboutis, et de faire aussi des comparaisons pour répondre au mieux aux besoins des collectivités en fonction de l'objectif qu'elles se sont fixés. Parce que certaines peuvent souhaiter, par exemple, que le commerce ne soit qu'une brique parmi beaucoup d'autres solutions digitales. D'autres souhaitent que ce soit exclusivement
une question de commerce prioritairement qui soit traitée, de ce fait, on ne va peut-être pas proposer le même outil à la collectivité. Donc, c'est bien ce qu'on essaye de montrer au travers de ce webinaire, c'est que comme il existe beaucoup de solutions aujourd'hui, qui n'ont pas toutes d'ailleurs les mêmes fonctionnalités et les mêmes finalités, tout le travail amont qui peut aujourd'hui être engagé par les collectivités pour définir cette stratégie est primordial pour avoir un outil qui soit adapté aux besoins et aux attentes du territoire. Oui, on vous encourage vivement à consulter, à faire du benchmark, à regarder aussi, encore une fois, l'expérience des différents acteurs. Il y a beaucoup de nouvelles plateformes qui se sont créées entre le premier et le deuxième confinement. Voilà, on vous engage à bien faire ce travail avant de vous lancer. C'est important pour la suite. La rédaction du cahier de charge est primordiale et puis une réflexion par palier parce qu'il faut imaginer que le monde peut évoluer, bien sûr, mais une vision par palier peut être intéressante. On peut commencer à minima et puis progressivement, par l'appropriation, par l'affiliation, monter en gamme progressivement. Parce qu'il y a la question de la responsabilité qui est une question très importante. Qui est responsable de quoi, comment et selon les solutions, la responsabilité peut être variable. Puis il y a la question du coût pour le commerçant et pour le consommateur. Là aussi, en fonction des solutions qui sont choisies, on peut voir que les coûts sont très différents. Vous avez donné un exemple tout à l'heure qui était très intéressant, mais on peut se rendre compte que, au fond, pour des services similaires, parfois selon l'outil utilisé, on va avoir des pourcentages qui peuvent être très variables à la charge du commerçant ou à la charge du consommateur. Donc voilà, je crois que vraiment l'idée importante à faire passer, c'est justement celle du benchmark, c'est justement celle de l'analyse, où là, je crois qu'il y a une possibilité d'accompagner utilement les collectivités aujourd'hui qui sont souvent très sollicitées, très sollicitées par les porteurs d'outils, mais qui manquent quelque peu d'éléments d'analyse et de comparaison. Et je rajouterais, Bernadette, la question du coût aussi pour les collectivités, parce que de la même façon que pour les commerçants, on a des plateformes qui sont à des coûts très variables en fonction de la solution qui est proposée. En effet, c'est vrai qu'on trouve des coûts qui varient beaucoup, qui sont soit à la charge du commerçant, soit de la collectivité, soit des deux. Je voulais juste compléter ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la gouvernance. Effectivement, c'est important au niveau de la responsabilité. On a même des collectivités qui font le choix de créer des structures ad hoc sous format coopératif tel des SCIC pour pouvoir justement, auprès des associations de commerçants par exemple, pouvoir vraiment monter des dispositifs sur ces questions du commerce digital et puis plus largement aussi, on reparlait de la notion de redynamisation et de requalification de centre-ville en lien avec d'autres problématiques, vous le disiez tout à l'heure, la mobilité, les espaces publics, etc. Pour compléter un petit peu, comme vous le disiez très bien, ne pas confronter le digital avec le commerce physique, avec la notion de commerce digital. Et l'idée est bien que les deux dispositifs se complètent et se répondent. Ok. Pardon, juste pour compléter aussi sur ce que vient de dire Marie, il y a une autre tendance de fond que la crise nous a fait émerger, c'est la proximité, les produits locaux. Et on a eu, en tout cas chez nous, en Côte d'Or, en Bourgogne plus largement, une forte demande à la fois des collectivités, mais aussi des producteurs, avec la question de la vente directe ou des circuits courts, avec des gens qui sont aussi pas toujours, encore peut-être moins bien équipés que les commerçants eux-mêmes. Et les places de marché, elles peuvent aussi avoir cette fonction-là. Là, on travaille avec la maison de pays de Pouilly-en-Ossois qui regroupe 120 producteurs locaux et qui va se doter d'une place de marché pour aider ces producteurs à vendre directement leurs produits en ligne avec le principe d'un drive ou encore par la vente à distance. Donc voilà, ça c'est aussi une tendance de fond que la crise a accéléré. Ok, merci à tous. Je vous propose qu'on arrête là puisqu'on a largement dépassé l'horaire initial. Merci pour tous vos interventions et vos témoignages, ainsi que pour les personnes qui nous ont posé des questions. Je vois passer une dernière remarque, qui est plutôt une question qui soulève la difficulté en termes de réactivité
par rapport à la commande publique. Alors, je dirais, on va pas rentrer, je dirais, dans les détails par rapport à ce point-là, mais c'est sûr que c'est un questionnement qu'on peut peut-être relativiser dans la mesure où ces démarches, comme on a essayé un petit peu, je dirais, de le montrer dans le cadre de ce webinaire, certes, il y a un effet, on va dire, conjoncturel qui est lié au confinement, à la crise sanitaire, à la difficulté accrue du commerce qu'on peut rencontrer ces dernières semaines. Mais il faut bien être conscient que c'est une réflexion plus structurelle. Et je dirais le calendrier n'est pas le même dans ce cas-là et les rythmes de la commande publique sont peut-être un peu moins incompatibles dans une logique un peu de réflexion à plus long terme. Par ailleurs, autre question qu'on nous a posée, alors je réponds, je dirais, pour la partie des participants qui ne sont pas dans le réseau. Bien évidemment, alors pour ceux qui sont dans le réseau, vous le savez, nous mettrons à disposition le replay et les présentations qui ont été faites lors de ce webinaire. Quant aux personnes qui ont participé hors réseau, je pense aux partenaires et aux collectivités, nous leur ferons passer les informations par mail pour qu'ils puissent effectivement prendre connaissance de ces supports. Voilà, il me reste encore à vous remercier tous et à vous dire à très bientôt sur le réseau 7. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.